Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette cinquième visioconférence, donc partage au soleil levant. Cette visioconférence est organisée par l'association Lyon-Japon Nihon Jinkai et elle est soutenue par le bureau consulaire du Japon à Lyon. Donc déjà 5 visioconférences, donc la première c'est on a voyagé avec Laurent à Kyoto, la deuxième on était avec Adrien qui nous a emmenés dans son restaurant de cuisine familiale japonaise qui se trouve dans le quartier de la Croix-Rousse à Lyon. La troisième c'était avec Charlotte et Eugénie, donc deux jeunes étudiantes qui ont vécu à Kyoto et à Tokyo, et la quatrième donc avec Florian qui doit nous écouter, qui nous a parlé de la manière de travailler avec nos amis japonais. Et donc toutes ces vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'association que nous venons de créer et nous ne manquerons pas de vous envoyer le lien très prochainement. Donc pour cette cinquième visioconférence partage au soleil levant, nous accueillons notre ami Damien qui va nous parler de la culture pop japonaise. Bonjour Damien et puis bienvenue. Bonjour, merci beaucoup et puis j'espère que vous allez apprécier cette visioconférence. Voilà, on est parti pour parler un petit peu de culture japonaise, de radio, de beaucoup de choses en lien entre France et Japon. Merci de me recevoir. Tout à fait, avec plaisir en tout cas. Je suis sûre qu'on va passer un très bon moment ensemble. Donc une petite demi-heure où on va interviewer Damien et après on passera à vos questions qu'on a bien reçues. Donc Damien, j'ai vu ton parcours donc qui est très riche quand même. Et puis ce qui est étonnant aujourd'hui, donc c'est que ce n'est pas toi qui interviewe, mais c'est moi qui t'interviewe. En fait, les rôles sont inversés parce que Damien est journaliste, rédacteur, donc tu as travaillé plus de 15 ans dans la radio, tu es diplômé en journalisme, en tourisme, tu as travaillé notamment pour le magazine Animeland. Un petit peu, ouais. Et pour la fameuse Bible de Nintendo aussi en tant que co-rédacteur. Aux éditions Pixel Love, voilà, livre sorti aux alentours de 2010, voilà exactement. Un vrai livre dans lequel nous avons testé tout un ensemble de jeux, enfin l'intégralité en fait des jeux de la NES. Pas forcément les jeux japonais, mais aussi, avant tout à l'époque, les jeux donc, de la NES occidentale, la plupart étant bien entendu d'origine japonaise. D'accord, bien. Et puis, je crois aussi que tu es revenu à Lyon donc en 2006 et c'est là où tu as rejoint donc, la belle équipe de la radio Muteki à Lyon. Donc Muteki qui est une radio donc, chaque semaine, chaque samedi matin, une émission de radio, merci. Ouais. Donc vous nous faites découvrir donc, le son et la vibration de la musique japonaise chaque samedi matin et c'est des musiques japonaises qui datent de l'an 2000. J'ai un peu décrit ton parcours un peu rapidement, mais est-ce que tu peux, on va commencer par le commencement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et les raisons déjà qui t'ont amené à aimer le Japon? Est-ce que ce sont les animés, comme la plupart d'entre nous, ou est-ce que c'est autre chose? Joker, justement, voilà, on va en parler. Moi, je suis journaliste donc depuis 2000, alors officiellement avec une carte de presse depuis 2003. D'accord. Ça fait 25 ans que je fais de la radio. J'ai commencé à 14 ans en 96 sur une petite radio lyonnaise, qui s'appelait comment s'appelait-elle? Arc-en-Ciel et qui aujourd'hui est Lyon Première. Arc-en-Ciel, comme le groupe de musique japonaise. Exactement, c'est pour ça que je pensais, d'où le lapsus. Et le mot arc-en-ciel, en plus de ça, a une autre signification, puisque du coup, on va voir ça dans un instant en parlant de l'émission Muteki. On va revenir sur ce mot arc-en-ciel. Oui. Aujourd'hui, la radio s'appelle Lyon Première, elle est sur 92, elle existe toujours aujourd'hui. Moi, je suis devenu professionnel en 2003, donc au sortir de mon école de journalisme. J'ai fait 1 an ensuite à Saint-Étienne dans une radio qui s'appelle RCF. Ensuite, j'ai été engagé dans l'aventure d'une grande radio nationale qui s'appelle Europe 2. Europe 2, oui. Et dans laquelle j'ai assisté à la bascule entre Europe 2 et ce qui est aujourd'hui Virgin Radio. Parce que c'est le même réseau en fait avec un nom différent. Je suis parti en fait de Virgin Radio en 2015, fin 2015, début 2016. À ce moment-là, j'ai écrit quelques petites piges pour Animeland. Oui. En parallèle à Virgin Radio et Europe 2, il y avait justement cette Bible NES. Et en parallèle, justement, à Virgin Radio, il y avait déjà Muteki. Il se trouve que je connais le co-animateur, le fondateur de Muteki, qui est une émission fondée en 2000 par Romain. Je le salue au passage. On fait des gros bisous, Romain. Et Romain, du coup, en 2000... Exactement, en 2000, donc du coup, il a eu l'idée de passer un peu de son japonais, comme beaucoup de monde faisait à l'époque, finalement. Enfin, beaucoup de monde, toute proportion gardée. Il y a eu quelques initiatives un peu partout en France pour mettre un petit peu de musique japonaise, de musique d'animé, de musique de jeux vidéo sur la bande FM. À l'époque, c'était vraiment le média roi pour ça. Et l'émission, en fait, elle a perduré. En 2006, il m'a demandé de venir et il m'a tout simplement dit, tiens, ça te dirait pas de venir avec moi? Je lui ai dit,
une émission en plus, let's go. Ouais. Allons-y. Vous connaissez déjà auparavant On se avant de- connaissait D'accord. depuis des années. Si j'ai bien compris, donc 2000, donc vous fêtez vos 20 ans cette année. Hein. Les 20 ans sont prévus bientôt. D'accord. On va fêter les 20 ans le 19, si tout se passe bien. Il y a juste une dernière. Oh là là, je suis en train d'annoncer un truc un petit peu trop en avance. Pensez mais à normalement, plusieurs choses déjà. Ouais, il faut comment ça va confirmer se 2-3 passer? choses. Mais normalement, c'est le 19 septembre. Parfait. Voilà, avec Bon, une bah. grosse émission, normalement, si tout se passe Eh bien, bien, avec des invités. on sera là en tout cas, on sera là pour tout écouter. Et Muteki, alors peut-être qu'il y a des personnes qui ne le savent pas, mais qu'est-ce que veut dire Muteki? Est-ce que ça a une signification particulière? Ça ressemble à un mot japonais. C'est un mot japonais qui veut confirme. dire, alors en français, qui est entre invincible et D'accord. incomparable ou sans rival. D'accord. Il y a eu une grande discussion avec Laurent, justement, qui était ton premier invité, Oui. qui m'a Laurent, fait toute la salue. sémantique un jour, avec son phrasé habituel. Oui. Vraiment, je buvais ses paroles par rapport à ça. Et il m'expliquait toute la sémantique de Muteki et que ça veut dire sans rival. Alors ça peut avoir une connotation D'accord. offensive, me disait-il, mais ça peut aussi avoir une connotation sans ennemi. Donc, D'accord. pas forcément offensive, mais plutôt au contraire, une connotation qu'on est ami avec tout le monde, d'une certaine façon. Exactement, ouais. Pas seulement avec. Exactement, je comprends tout à fait. Parce que mou, ce serait 100 en fait. Enfin, il y a deux kanji, il y a deux idéogrammes, Ouais. si je me souviens bien. Donc Ouais. 100, donc 0. Et Teki, donc Teki qui est l'ennemi ou le rival ou le rival, méchant. ouais. Voilà, donc sans ennemi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir en fait, voilà, être ami avec tout le monde. Il y a ces deux sens-là, effectivement. Et puis Muteki D'accord. aussi dans le sens sans rival, dans le sens où on a tenu 20 ans. Donc ce qui est déjà en Bien soi, sûr. pour une émission sur la bande FM à l'ancienne, quelque Ouais. chose d'assez remarquable, puisque du coup il y a beaucoup d'émissions, même dans les grandes Bien radios, sûr. qui n'existent pas depuis aussi longtemps. Félicitations en tout cas. Bah, Et donc merci. vous diffusez donc le samedi matin, c'est bien ça? C'est tous les samedis matins de 9h à 10h. Après il y a une rediffusion, on enregistre l'émission en D'accord. temps réel. C'est en live, le comme live, maintenant. comme maintenant. Et on propose un replay, bien entendu, sur notre site muteki-radio.fr. D'accord, très bien. Je vais en venir au sujet un petit peu. On va partir au Japon tout doucement, Allons-y. tous ensemble. Donc, tu es déjà allé au Japon. Est-ce que tu te rappelles, alors déjà, quand est-ce que tu es allé au Japon la première fois? Et est-ce que tu te rappelles de tes premières impressions? Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as foulé le sol japonais? Eh ben, je suis arrivé au Japon. Relativement tard. Juste pour rebondir sur ce que tu me demandais tout à l'heure, comment je me suis retrouvé à être amoureux du Oui. Japon, c'est par les jeux vidéo et non pas vraiment D'accord. par les animés. Et même d'ailleurs, alors à la base, je suis plutôt un gamer. D'accord. Je collectionne beaucoup de consoles, beaucoup de rétro gaming. Oui. On en parle d'ailleurs dans l'émission. Et je dévorais la presse de l'époque, la presse Ouais. vidéoludique de l'époque, que ce soit Console Plus, Player One, des magazines qui, justement, à l'époque, se permettaient d'aller un petit peu plus sur la pop culture. Bien sûr. Et c'est par ces articles-là, et aussi un petit peu par aussi les catalogues de VPC qu'il y avait justement dans D'accord. les pages de pub de l'époque, que je découvrais qu'il y avait tout un univers en parallèle à mes jeux préférés, en tout cas les jeux sur lesquels je bavais et que je réclamais de Oui. les avoir, quoi. Donc il y avait l'écriture japonaise, il y avait par exemple tout un tableau, il y avait une fois Console Plus qui avait diffusé un tableau, qui avait publié un tableau de hiragana et de katakana. À partir de ce moment-là, tout seul, comme un grand, j'ai essayé de reconstituer tous les D'accord. mots, alors notamment d'origine étrangère, pour savoir Bien comment sûr. ça sonnerait, enfin, etc. Ouais. Et de fil en aiguille, je me suis passionné pour chaque article justement de D'accord. vie quotidienne japonaise. Voilà. Belle, en tout cas, voilà, c'est un beau commencement en tout cas. Puis ça change aussi un petit peu des animés. Et donc du coup, ouais, Et le Japon, voilà, contact quand avec est-ce- le Japon, Ouais. Quand est-ce que tu y es allé hein, quand il tu s'est es fait en allé 2 temps en fait. Ouais. Je suis allé une première fois au Japon en 2015. D'accord. Parce que mon compère Romain justement m'a beaucoup fait de lobbying pour qu'on y aille ensemble. Donc on est parti à D'accord. 2. On est parti dans le sud du pays pour commencer. Donc c'est pas Tokyo que j'ai découvert en premier, Plutôt à Kyushu alors c'est Kyushu. Kyushu. Ouais. C'est Oita, on a un C'est- ami. C'est inhabituel quand même. Donc, c'est la plupart des Ouais. personnes partiraient peut-être plus à Tokyo ou à Kyoto pour découvrir le Japon. Et je le remercie Ouais. justement de m'avoir fait éviter Tokyo comme premier contact en fait avec D'accord. le Japon. J'ai pu voir un autre Japon en fait, le Japon qu'on ne voit pas. Enfin, je pense qu'il y a une chose à retenir, je pense, des 2 voyages que j'ai fait en 2015 et 2016, c'est Oui. de pas du tout se limiter à Tokyo. Où Tokyo c'est passionnant, c'est absolument passionnant. J'en ai Mhm. même carrément fait une carte interactive sur les transports là-bas tellement je suis Puis on en passionné parlera de- avec plaisir. voilà de voir cette ville, cette fourmilière évoluer. Et en même temps, je suis très content quand je pars de Tokyo. Ouais.
que je peux voir autre chose parce que je trouve les gens pas heureux, un petit peu à la manière de ce que je peux voir à Paris ou New York. C'est des D'accord. grandes villes qui bouffent leurs habitants. Oui. Mais la ville en elle-même, elle est absolument passionnante, ça c'est sûr et certain. Mais effectivement, le reste du pays, c'est un autre pays en fait. Exactement. Tokyo est un pays à l'intérieur même du Tout à du fait, pays. tout à fait. Mais c'est vrai que vraiment qu'on peut souffler quand je pense quand on sort de Tokyo, retrouver la campagne, puis là tu es allé à Kyushu où la nourriture est très bonne, les gens Ouais. sont vraiment adorables. C'est- Qu'est-ce que tu as découvert là-bas dans la Bah, préfecture de Oita? Bah, dans la préfecture de Oita, même Kyushu, d'ailleurs même Fukuoka aussi. Enfin, j'ai découvert finalement un mini Japon finalement, avec des grandes villes également, avec D'accord. des centres aussi assez populeux, où il y a beaucoup d'activités, etc. Donc un mini Tokyo finalement, mais D'accord. beaucoup plus cool peut-être dans l'état d'esprit, je ne sais pas. Avec des gens qui sourient plus en fait. C'est assez D'accord. amusant. D'ailleurs aussi le rapport social n'est pas le même. Où en fait beaucoup de règles que vous voyez par exemple sur des tutos sur YouTube, des choses à ne pas faire, choses à faire, etc. Oui. Transpire toujours bien entendu dans la société Bien sûr. japonaise, il y a des choses à ne pas faire, mais comment dire, l'étiquette Oui. est plus souple en quelque sorte. Mhm. On sera Peut- plus pardonné. Hein. On sera davantage pardonné et surtout on sera davantage pris en compte. C'est bête à dire, mais en tant qu'étranger, je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers à Tokyo. C'est mon analyse à moi. D'accord. Peut-être que les gens à Tokyo sont peut-être pardonnent moins justement parce qu'ils Ouais. sont plus habitués à avoir des étrangers en disant bah, Peut-être. attendez, hein, sans lui doute. à côté, il est étranger mais il respecte. Pourquoi vous ne le faites pas vous aussi d'une certaine Bien façon? sûr. Ouais. Est-ce que tu en as vu beaucoup des étrangers quand tu es allé à Kyushu lors de ton voyage? Quelques-uns, pas beaucoup. C'était plutôt les gens de Kyushu qui étaient surpris de voir des D'accord. étrangers en fait. Bien sûr. Demandaient aussi des fois leur chemin en baragouinant en japonais, ce qui m'est arrivé. On a cherché une gare, on a cherché la gare de Minami Oita, qui est voilà, du coup Ouais. comme son nom l'indique au sud Ouais. de Oita. Et on a demandé à des gens, à des policiers, parce que Ouais. c'est une gare qui est minuscule, le D'accord. bâtiment de gare est juste introuvable, alors que sur le plan, c'est bien marqué, mais Bien on sûr. ne le voyait absolument pas. Et du coup, les gens étaient adorables, J'imagine souriaient. qu'ils devaient être très accueillants aussi, qui montraient beaucoup d'hospitalité, et puis ils vous ont aidé à trouver Oui, votre chemin. et même autre anecdote, dans un combini à Oita, d'habitude je comprends alors il y a quelques phrases clés dans les combini, par exemple pour demander si vous voulez des baguettes ou si vous voulez consommer tout de suite, etc. Bien etc. sûr. Puis bon, alors je pourrais pas vous la ressortir, mais quand je l'entends, effectivement, je réponds par réflexe. D'accord. Mais et là, cette phrase-là, elle a été prononcée beaucoup trop vite. Le type, il était derrière, il regardait dans son truc Ouais. en train de préparer le sac de ce que je lui avais donné D'accord. à payer. Je n'ai absolument pas entendu sa phrase. Et une dame derrière qui me tient la chemise, ouais. qui me tient la chemise et qui me dit avec un anglais quasiment parfait, He wants to know if you want chopsticks. Ah, chopsticks. Yeah, Oui, les barrettes, les baguettes. Les Les baguettes, baguettes. pas les barrettes. Les baguettes. Et du coup, en fait, tout à fait avenante. Et du coup, Formidable. on l'a remercié. Ouais, formidable. Donc là, c'était ton premier voyage à Kyushu. Hein. C'était la première fois donc, que tu es allé au Japon. Et ensuite, on est monté sur Tokyo pour quelques jours. D'accord. Hein. Ouais. Un petit peu le choc culturel, j'imagine, enfin, déjà Ouais, vraiment au sein du pays. complètement. Et la deuxième fois que tu es allé au Japon, est-ce que tu es retourné dans les mêmes villes? Et ben, on a fait l'inverse. Vous avez fait l'inverse. On vous a avez fait à peu près l'inverse. On s'est D'accord. arrêté plus dans le Kansai au premier voyage. On D'accord. a vraiment fait plus Tokyo et Kyushu, mais j'ai pu visiter, Oui. alors, que ce soit à Tokyo ou que ce soit à Kyushu, j'ai pu visiter des endroits où on n'avait encore jamais mis les pieds. Le premier voyage, on n'a pas fait Kumamoto, on l'a fait au second D'accord. voyage. Un mois d'ailleurs avant que ça tremble, justement, Ouais. on a pu voir le château de Avec Kumamoto, le château. Hein. Kagoshima aussi. Et puis du coup, le deuxième voyage à Tokyo, j'ai pu voir les incontournables au premier voyage, et ensuite j'ai D'accord. pu voir d'autres quartiers, comme par exemple je sais pas moi, Koenji par exemple, qui est Oui. à Tokyo, un quartier beaucoup plus, alors je vais dire bobo, mais un peu hype, le quartier cool, avec des librairies, avec des boutiques quasiment à même la rue, ou alors sous un préau, sous le métro, sans avoir véritablement de pas de porte Bien en tant sûr. que tel.
c'est assez bohème. Ouais. Voilà, il y a quelques quartiers comme ça que j'ai pu voir au deuxième voyage. Hein. Ouais. Ouais. Kyushu, c'est vraiment une destination qui est, quand on demande aux participants, même aux personnes qui souhaitent aller au Japon, les premières les destinations qu'on entend souvent, c'est Tokyo, Kyoto, mais aussi Kyushu. Donc Kyushu qui est aussi très connu pour ses sources d'eau chaude, pour ses volcans, tu as cité tout à l'heure Kagoshima, donc Kagoshima qui est la préfecture, donc vraiment dans le sud de Kyushu, avec notamment Sakurajima, donc l'un des volcans les plus actifs du Japon. Après, ces bains de sable chaud, il y a vraiment beaucoup de choses, je pense, beaucoup de choses à découvrir, et tu as eu la chance donc d'aller au Japon la première fois et d'aller sur Kyushu, donc je comprends que ça t'est resté beaucoup en mémoire. Oui. Et puis surtout, alors ça m'a marqué puisque véritablement Kyushu, je trouve qu'il y a un état d'esprit qui mérite d'être découvert. Comme je le disais, beaucoup moins formalisé. Ouais. Et très peu formalisé à Kagoshima d'ailleurs, où en fait on n'a quasiment pas de gens qui te disent Irashaimase quand tu rentres dans une boutique. C'est bienvenu. Très perturbant en fait quand on est habitué justement à ça durant le reste du voyage. Et c'est très amusant, c'est d'autres endroits du Japon, c'est un autre Japon. Je pense aussi aux petites gorges qui sont à côté de Miyazaki par exemple, sud-est de Kyushu, Fukuoka aussi qui est une ville vraiment à découvrir avec des quartiers, là aussi des quartiers à la cool avec des disquaires, avec des cafés concept. Voilà, on retrouve plus vraiment l'âme du Japon, en fait, le Japon traditionnel, mais en plus petit que Kyoto, j'imagine aussi. C'est un autre Japon. C'est un autre Japon. Je pense vraiment c'est un autre Japon à découvrir à côté du Japon habituel et qui existe pour de vrai, qui n'est pas un cliché, qui est véritablement aussi. En tout cas, on fera une émission, je pense, sur Kyushu quand la prochaine portera sur le tourisme. Donc, si vous voulez des conseils, tu pourras même participer. On va plus rentrer dans le vif, dans le cœur du sujet. Donc, c'est vraiment la culture pop japonaise, donc qui englobe plusieurs aspects. On retrouve la musique, la J-pop, le manga, le cosplay, les jeux vidéo, les animés. Donc on va un petit peu explorer tous ces aspects, puis te demander ton avis basé sur ton expérience du Japon, sur ta passion, sur toutes les lectures que tu as pu faire. Donc on va commencer par la musique, tout d'abord. Donc quand tu es allé au Japon, est-ce que tu as rencontré des artistes là-bas? Et est-ce que tu as trouvé une manière différente de consommer la musique au Japon et en France? Alors, deux questions du coup. Pour la première, j'ai rencontré des artistes japonais en France. Et j'ai rencontré des artistes japonais aussi au Japon. Et on a failli se revoir notamment avec une artiste franco-japonaise à Fukuoka, mais je crois qu'elle donnait un concert le lendemain de notre visite, nous, à Fukuoka. Enfin, bref, on s'est croisés, on n'a pas pu se croiser. Mais oui, j'ai rencontré des artistes japonais au Japon, notamment le groupe Dio, qui avait performé plusieurs fois en France, en fait, avec des concerts, notamment à Lyon, dont le leader et certains anciens du groupe, d'ailleurs, continuent à performer et faire des tournées de temps en temps en Europe, qui s'appelle Mikae. Et donc c'est des gens qu'on a pu revoir justement au Japon à ce moment-là. Tu as pu interviewer aussi des artistes via l'émission Moteki, donc des artistes japonais. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns? Alors en ce moment justement je suis en train de tout ranger pour les 20 ans, donc je classe en fait tous les invités dans le site de Muteki, donc muteki-radio.fr, dans ce qu'on appelle l'ABC des invités, donc rangé par lettre, par ordre alphabétique, exactement. Donc ça va pour la musique, ça va de ex-Japan à l'arc-en-ciel. Voilà, et on reparle de l'arc-en-ciel justement parce que l'arc-en-ciel c'est le générique de Muteki depuis 20 ans, c'est Blurry Eyes. Oui. Qui est le générique inamovible de l'émission. Du dessin animé DNA. DNA, exactement, voilà. Et ça reste, on est toujours lié je suis toujours lié d'une certaine façon à un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, voilà. C'est comme ça que tu as commencé avec la radio, donc avec l'émission. Avec la radio arc-en-ciel, pardon. Pourquoi arc-en-ciel? Pourquoi vous avez choisi ce groupe-là d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une raison particulière ou pas foncièrement? Il faudrait demander à Romain. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison, honnêtement. D'accord. Je pense que simplement la musique lui plaisait. Et le fait que ce soit un générique aussi, je pense qu'il est vraiment taillé. Je ne sais pas s'il a vraiment été créé en tant que générique. Il y a beaucoup de chansons en réalité qui sont connues comme génériques de dessins animés, mais qui en réalité sont des chansons qui ont été sélectionnées par le producteur ou par le réalisateur de la série pour devenir le générique a posteriori. Je pense que c'est le cas aussi pour l'Arc-en-Ciel qui sortait son premier album à ce moment-là. Mais la chanson, elle est taillée pour être un générique. Magnifique. Voilà, elle est magnifique. On vous l'enverra. On verra juste après l'émission. Et sur la manière de consommer donc la musique au Japon et en France, est-ce que tu as remarqué une différence? Oui. Les Japonais achètent encore beaucoup de CD.
D'accord. Les Japonais sont très très liés Au matériel. On en parlait samedi dernier dans l'émission justement. D'accord. Ils sont encore très 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 liés au CD, à l'objet. Ouais. Il y a un phénomène culturel Mhm. qui est lié aussi à l'habitude. Bien sûr. Les Japonais sont très fidèles, c'est amusant dans leur consommation, je trouve, Ouais. de produits culturels. Une fois D'accord. qu'ils ont une habitude de consommation, c'est vrai que souvent ils s'y tiennent. Et on a vraiment l'émergence de plateformes de lecture en ligne comme Spotify, Deezer, iTunes, que depuis quelques années à peine. D'accord. Qui ne rencontre pas trop un succès. Maintenant, oui. Maintenant, ça, oui. Hein, ça, d'accord. ça Mais ça a pris commence du temps. enfin, ouais, mais D'accord. ça a pris des années, ça a pris Ouais. quasiment 10 ans. En parallèle, il y a aussi un autre phénomène culturel qui, lui, est beaucoup plus prosaïque, beaucoup plus lié à l'exploitation commerciale. C'est notamment le phénomène des idoles, Oui. que ce soit masculin ou féminin, surtout féminin, avec des CD qui sont vendus avec des devantures différentes pour chaque édition. Wow. Prenons les AKB48 par exemple, où on a D'accord. pas forcément 48 devantures différentes sur la pochette, Ouais. mais une douzaine. Par exemple, si elles sont 12 à chanter sur le single, il y aura 12 éditions, chacune mettant en scène, mettant en valeur une des 12 interprètes, Wow. pour que les fans puissent acheter soit l'édition de leur chanteuse D'accord. préférée, donc ça leur fera une raison supplémentaire de Ouais. l'acheter, oh, il y a ma chanteuse préférée, soit d'en acheter aussi un maximum, D'accord. parce qu'à l'intérieur, il y a aussi des bulletins de vote, notamment pour faire monter en grade Bien sûr. son artiste préféré. Ou alors, au bout d'un certain nombre de singles vendus, on a aussi un ticket pour un shake hand event, où on peut rencontrer pendant 30 secondes L'une des idoles. justement l'une des idoles. D'accord. Donc AKB48, ouais, c'est un groupe de jeunes japonaises qui chantent ça. Elles sont 40. Alors, techniquement, elles sont même plus que 48. Elles sont Maintenant, plus que il y en a 48, plusieurs d'accord. unités. C'est un empire Ah oui. médiatique Ça désormais. change aussi assez souvent. Oui, Ouais, oui, oui. ouais. Il y a plusieurs générations. C'est un groupe un D'accord. peu comme les Morning Musume qui sont un peu des continuums espace-temps. C'est-à-dire que les premières membres en 2008-2010, là pour vraiment prendre les AKB48, ça commence en 2008-2010. D'accord. Les premières membres sont quasiment toutes parties, je crois même toutes parties. Maintenant, d'autres les ont remplacées et en fait, elles restent dans l'écurie, enfin les meilleures en tout cas restent dans le label de Akimoto, qui est le producteur tutélaire au-dessus de tout ça, mais sont produites soit en solo, soit dans une autre unité un petit peu plus adulte pour un public un petit peu plus pop que D'accord. simplement un public d'idoles qui va vraiment se focaliser sur leur jeunesse et leur mignonitude, Ouais. comment dire. Donc un truc Leur un kawaii-tude. pop un peu plus classique. D'autres vont dans le NK, puisque Akimoto produit aussi du NK. Enfin bref, voilà, D'accord. ils ne perdent pas le nord. En tout cas, les meilleurs, ils les gardent et elles sont dédouanées du groupe. Elles peuvent devenir ensuite des artistes pop, mais c'est les meilleurs. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. En tout cas, la façon de consommer, elle commence à changer au Japon, mais vraiment petit Ouais. à petit. Ça doit être lié à l'histoire, le fait peut-être que le pays aussi a été fermé jusqu'en 1858 peut-être. Enfin, Ah, voilà. Après, peut-être aussi dans les habitudes, dans les mœurs. Une discussion à avoir avec Laurent, ça, Mais je c'est pense. même presque une Ouais. discussion en fait à avoir, même avec Laurent, déjà dans un premier temps, avec un spécialistes. historien aussi peut-être. Je pense que les Japonais aussi, oui, il y a clairement un poids de l'histoire dans la manière de consommer. Ils consomment beaucoup du japonais, Ouais. c'est évident. Mais il y a aussi la géographie, le fait que c'est un Bien archipel. Il n'y a pas forcément le poids je pense au poids de l'histoire en tant Ouais. que pays qui a été fermé pendant 260 ou 280 ans, un truc comme ça, Ouais. mais aussi, enfin fermé, quasi fermé, mais il y a aussi le roman national qui s'est construit au moment en fait où l'empereur Meiji est arrivé, où justement les rênes du pouvoir sont passées du shogun à l'empereur, où il y a un roman national qui s'est fait de la même manière qu'en France, nos ancêtres les Gaulois, etc. Ouais. Ben, au Japon, les livres d'histoire ont commencé à construire une identité nationale, qui est une identité nationale autour d'un archipel et d'un peuple qui s'est fait lui-même, qui s'est sorti de la menace éventuellement coloniale peut-être lui-même. Enfin, voilà, il y a vraiment un débat à avoir avec un historien, voir la manière dont le roman national s'était fait à l'époque, au 19e siècle au Japon, Ça, c'est la manière intéressant. dont il a été aussi dévoyé justement dans les années, à partir des années Ouais. 30, justement pour un effort de colonisation à son tour des pays alentours, etc. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Peut-être je que pense. tout est lié, je pense. Ouais. Mm. À étudier lors d'une prochaine conférence. Ouais. On va enchaîner sur le milieu des animés et de l'animation japonaise. Donc, comme tu le sais, donc, le milieu de l'animation japonaise donc, s'est beaucoup développé dans les années 60, notamment avec le grand maître Osamu Tezuka.
et son personnage phare Astro Boy que vous devez tous connaître. Après, bon, les grands maîtres de l'animation actuelle, c'est beaucoup Miyazaki Hayao et puis Shinkai Makoto. Hosoda aussi, ouais. Voilà, qui sont connus autant au Japon mais aussi en Occident. Selon toi, quelle est la place donc, des animés, de l'animation japonaise dans le cœur des Français et quelles sont les valeurs que ces animés transmettent? Les Japonais se sont très longtemps heurtés à un mur pour ce qui est de l'animation en Occident et en France en particulier. Tezuka, je relisais un livre écrit par Mathieu Pinon, justement pour lequel j'avais fait la voix off de pub de l'époque, qui est Histoire du manga moderne. Tezuka arrive en 82 au festival d'Angoulême et personne n'y croit. D'accord. Personne ne le connaît et personne ne le prend au sérieux en 82, sauf Moebius, Jean Giraud, qui déjà lui est à part et il va justement faire un peu beaucoup même d'ailleurs le lien entre France et Japon pendant des années. On lui doit notamment, les gamers lui doivent tout l'univers visuel de Panzer Dragoon qui est une série mythique, pas très connue aujourd'hui maintenant des jeunes générations, mais mythique pour ceux qui ont connu la Saturn et la PlayStation. Mais pas que, puisque du coup Miyazaki aussi peut lui dire merci pour les décors par exemple de Nausicaa, où le studio et la vallée du vent n'existait pas encore justement. Leur premier dessin animé c'était Le Château dans le ciel, c'est bien ça, en 86. Pour le studio Ghibli. En tant qu'associé, Miyazaki et Takahata, exactement. Miyazaki et Takahata qui se sont beaucoup aussi inspirés de Paul Grimaud, qui était un Français dont je suis absolument fan. J'en ai écrit un dossier dans Animeland autour du Roi et l'Oiseau, qui est un peu son film testament à ce niveau-là. Il avait vu, Takahata avait vu une ancienne version du Roi et l'Oiseau. Nous on connaît la version de 78, 79, mais à l'époque il y avait une autre version. C'est un film très cabossé qui a pris peut-être 50 ans à se mettre à avoir la version qu'on lui connaît aujourd'hui. Il s'appelait La Bergère et le Ramoneur, qui a été renié à l'époque par Grimaud. Il l'a racheté ensuite pour justement le refaire aujourd'hui. Takahata a adoré justement l'univers visuel graphique et du coup avec Miyazaki ils ont gardé ça dans un coin de leur tête et ça a donné beaucoup de... Il y a aujourd'hui encore dans l'œuvre notamment de Miyazaki quelques hommages qui existent encore, et notamment si vous regardez Le Château de Cagliostro, avec film tiré de Lupin Edgar de la Cambriole, voilà. Ou alors Edgar le cambrioleur ou Détective Wolf. Cambrioleur, tout à fait. Je sais plus, voilà. Edgar le cambrioleur. Voilà. Et notamment le château, le design du château est inspiré, le design des hommes de main qui sont en noir avec des chapeaux melons. Enfin voilà, on est dans l'univers. Il y a beaucoup de choses cachées derrière. Très bien ça. Voilà, c'est Edgar le cambrioleur ou alors Lupin dans Le Château de Cagliostro. Effectivement, ouais. Mais voilà, donc il y a beaucoup de liens entre France et Japon. Aujourd'hui, la France prend au sérieux l'animation japonaise, ce qui n'a pas été le cas pendant très longtemps, puisque pendant longtemps, le Japon, l'animation japonaise, c'était de l'animation d'exploitation, c'était de la série Z, c'était des trucs achetés au kilo à Berlusconi, avec des gros muscles, avec de la violence de la violence. Il y avait vraiment cette distinction aussi différente. Enfin, c'était étranger, donc il y avait peut-être les dessins animés états-uniens, les dessins animés américains, les dessins animés japonais. Ça rentrait pas, mais si c'était étranger, ça rentrait pas du tout dans le même lot en fait. Les États-Unis se limitaient à l'époque de toute façon à Disney. On a vraiment attendu les années 90 pour avoir d'autres, notamment des transfuges de Disney, fin des années 80, début 90, pour avoir des transfuges de Disney, créer justement d'autres dessins animés. Je pense à Anastasia, par exemple, qui n'est pas un Disney. Non, c'est la Fox. Qui l'est redevenu parce que maintenant Disney a racheté justement ses anciens concurrents. Mais qui à l'époque... C'est surprenant de voir ça sur Disney+, parce que c'est vraiment Don Bluth et c'est le studio la Fox. Don Bluth qui est parti de chez Disney justement. Tout à fait. Et maintenant voilà, c'est redevenu dans le giron de la souris, mais à l'époque ça ne l'était pas. Et pour ce qui est du Japon, il a fallu, pendant très longtemps, ça s'est aussi limité à Miyazaki. Les mangas, c'est pas très bien, parce que souvent on fait l'amalgame entre manga et animé, de toute façon, c'est des mangas. Des mangas pour les gars. Et de toute façon, c'est décérébré, des gros muscles, ça se tape dessus, ou ça on va pas montrer ça en film. Mais il y a Miyazaki, il est bien. Ouais. Sauf que quand on regarde les œuvres de Miyazaki, c'est très politique. Et adulte. Adulte. En fait, il y a vraiment une double lecture où les gens un peu, ces mêmes gens qui jugeaient un petit peu de manière assez hautaine les films d'animation et les dessins animés japonais, ont
sont restés sur l'aspect enfantin, mignon, ou éventuellement sur la fable écologique pour se donner un peu bonne conscience. Derrière, quand on regarde le travail qui est fait, il y a une excellente chronique de Bolchegeek, je crois, une chaîne YouTube aussi qui en parle. Il y a une vraie rage. Nausicaa, par exemple, je sens véritablement une rage avec un combat écologiste, mais qui ne se limite pas simplement à une fable écologiste, soyons copains. Non, c'est véritablement, on sent c'est presque un film de combat, mais raconté comme une jolie fable. Ouais, tout et à derrière, fait. il y a avec des messages sur l'écologie, sur le combat entre l'homme et la nature, comme Princesse Mononoke. Très fort, Princesse Mononoke aussi, où personne justement n'est innocent, ou personne en tout cas n'est coupable non plus. Chacun essaye de vivre un peu sa vie. Dame Eboshi, elle essaie de s'affranchir, par exemple, je spoil, je suis désolé, de l'influence du patriarcat, mais pour ça, malheureusement, elle en vient à détruire la nature et être celle qui a commis le crime, justement, pour lequel le héros principal, je ne me souviens plus, bref. Ashtaka, merci. Justement, arrive, puisqu'il se retrouve lui-même contaminé un peu par les séquelles, finalement, de cet acte-là. Donc c'est pour une bonne intention, mais malheureusement, ça donne une catastrophe qui fait que d'autres personnes en sont affectées, et qui, eux, n'ont rien demandé à personne. Bref, c'est des histoires qui sont complexes, qui sont même des fois, véritablement, des vrais débats de société. Tout à fait. Mais racontées de manière classieuse et subtile. Et que ce soit destiné vraiment, ça peut être vu vraiment avec les yeux d'un enfant et puis les yeux d'un adulte, et on va l'interpréter différemment. C'est ça. Et il faut pas être... Faut se laisser aller, il ne faut pas être dupe non plus, justement, et parce que, justement, à la fin, il y a peut-être quelque chose, un enseignement aussi à en tirer, qui n'est pas simplement une morale de l'histoire à l'américaine, qui soit les méchants, les justement, gentils. les méchants et les gentils. Tout à fait, tout à fait. Bon, je pense qu'il y aurait beaucoup de messages, en tout cas beaucoup de dessins animés sur lesquels on pourrait débattre, autant de Miyazaki, avec le petit clin d'œil pour Cagliostro. On va maintenant enchaîner, on va changer de monde, on va aller dans le monde du JV, donc le monde du jeu vidéo. Donc au Japon, on peut jouer aux jeux vidéo n'importe où, n'importe quand. On peut aller dans le quartier de Akihabara, par exemple, à Tokyo, trouver un game center. Donc les game centers sont des salles immenses avec des bornes d'arcade, beaucoup de rétro gaming, mais aussi de nouveaux jeux. Pour toi, donc, que représente donc la culture du jeu vidéo, la culture du JV pour les Japonais? Ça représente un pan de la pop culture, en fait, à mettre au même niveau limite que les animés. C'est quelque chose qui d'ailleurs maintenant est devenu hype, alors qu'il y a 20-30 ans c'était vraiment les dessins animés aussi, c'était un peu de la sous-culture. Ça a été enfin pris au sérieux, et c'est à ce moment-là que, ça c'est un avis un peu personnel, mais je pense qu'il y a aussi des chiffres qui vont avec ça. Il y a de moins en moins de game centers, malheureusement. D'accord. Mais ces game centers là aussi se renouvellent. Il y a un truc qui m'a marqué, en fait, quand je suis dans un game center au Japon. Essaye de nous le décrire. On a l'image, en fait, des game centers des années 90, ou dans dans les animés, tiens, justement, où on se retrouve avec des bornes d'arcade alignées les unes derrière les autres, les bornes versus ou des bornes assises. Nous, on a beaucoup joué debout en France, bien sûr, sur les flippers. Quasiment le deuxième, troisième plus gros marché de l'arcade au monde après le Japon, à un moment donné. Et on a cette image-là qui est tutélaire. Aujourd'hui, c'est très différent. Alors, on joue toujours quasiment assis pour beaucoup de jeux, mais il y a des gameplays qui sont différents, qui se sont mis en place. Des bornes, par exemple, très haut de gamme à 4, où on joue avec des cartes. On pose les cartes un petit peu à la manière de ce que vous voyez si vous avez suivi quand vous étiez gamin Yu-Gi-Oh! Avec des dispositifs du futur qui lisent les cartes comme par magie, mais là pour le coup c'est des cartes magnétiques, ou alors avec des QR codes, ou bref, qui communiquent avec la machine. Et ces cartes-là donnent soit un personnage, soit peuvent augmenter les capacités du personnage. Il y a aussi des slots maintenant pour les clés USB pour sauvegarder sa partie. Dans les game centers. Oui, parce que c'est pour inciter les gens à revenir, bien sûr. Et d'avoir une sorte de suivi, une sorte de service après-vente. Comme si on faisait une sauvegarde, en fait. Oui, c'est une sorte de service après-vente finalement de sa partie, en disant regardez comment j'ai performé, mes stats elles sont là, ou au contraire regardez comment je suis bardé d'options, j'ai poncé cette borne d'arcade, etc. Comme une deuxième maison, un petit peu. Il y a de ça, en fait, ça pousse à consommer, justement, à rester. Bien sûr. À l'inverse, il y a aussi d'autres bornes qui sont très basiques. On est revenu à un gameplay super basique. Je ne me souviens plus du nom de ce jeu, malheureusement, où il y a un hublot, un écran tactile,
des D'accord. lignes qui se dessinent à l'écran, il faut les suivre justement à la main. Ah, je Et connais pas ça. je suis désolé, Ouais. pourtant j'ai regardé avant de venir, mais malheureusement je n'ai plus le nom du jeu On le recherchera. voilà, on le recherchera. Mais cette borne-là, elle m'a marqué dans le sens où j'avais l'impression de revenir finalement. On a tellement de technologie qu'on revient à des choses simples. Ouais. Et ça m'a fait plaisir de voir ça. Alors après, ça m'a fait beaucoup plaisir de voir des gens qui masterisaient ça, où véritablement je Bien sûr. ne pourrais jamais faire ça. Mais c'est... Et puis qui y passent des heures. Enfin, et qui contrairement passent à des heures. nous en France, voilà, on peut rester, on peut jouer. Bon, après, il y a le côté financier aussi, je pense, en fait, parce que Ouais. c'est notamment moins cher au Japon. C'est vrai que de jouer aux bornes d'arcade. Nous, en France, c'est peut-être le côté financier qui nous restreint là-dessus. Mais on joue une demi-heure, voire peut-être une heure grand maximum. Mais au Japon, ils peuvent y rester des demi-journées, voire la journée, hein, Ah, mais c'est complètement en fonction possible. de la passion de la personne. Avec la copine qui, elle, va aller à l'étage en dessous avec ses copines prendre des photos au salon de Pulicula. Ouais. Il y a des étages entiers hein, consacrés, Ah oui, consacrés oui, au Pulicula. bien sûr. Ou les UFO catcheurs pour attraper des peluches. Il faut catcheur où l'on peut gagner. D'ailleurs, les Français On peut sont, gagner, sont un ouais, peu ouais, cheatés ouais, parce que ouais, nous avons vraiment. été élevés à la Ouais. dure en France. Ouais. Et si vous avez un petit skill au Japon, vous allez tout remporter. On peut même demander de On mettre en la sait quelque peluche chose avec juste à Romain, côté ouais. juste à côté du trou. Hein. On a C'est tout gagné à fait quelques possible. prix avec Romain Ah à oui, l'époque, oui, hein, oui. bien sûr. Ça faisait partie du voyage. Ça faisait partie du voyage. Et non, il y a des étages entiers de ça. Et même, j'en reviens au Pulicula. Faut pas s'imaginer qu'en fait, avec un seul salon, mini-salon de Pulicula, Ouais. vous allez tout faire. Au contraire, il y a des salons thématiques. Ouais. Donc vous allez tous vouloir les essayer. Enfin, Et de toutes pop vouloir culture les aussi. essayer. Hein. Bien De sûr, culture pop, ouais, bien sûr. Ouais. bien sûr. Et on peut les customiser ensuite avec des stylos, soit Ouais. virtuels, soit réels, une fois que la photo est sortie. Pellicula, on vous le conseille vraiment. Au Japon, ce sont des box comme des grands photomatons. Hein. Ah ouais. Voilà, où on se prend en photo entre amis avec des décors derrière. Puis après, voilà, comme tu dis, voilà, qu'on peut dessiner, qu'on peut customiser. Hein. Donc, Et puis il y a aussi des étages consacrés au pachinko. exactement. Les pachinko qui maintenant sont mixés avec des bornes d'arcade. Quand vous faites un bon score, alors c'est un flipper passif. Ouais. Vous lancez la bille et vous espérez, vous Ouais. priez, voilà, qu'elle tombe au On bon peut gagner endroit. des pièces après, voilà, pour échanger des lots. On ne Ouais. gagne pas d'argent. Et par quand vous contre. gagnez par contre, oui exactement. Ouais. Et quand vous gagnez par contre, vous pouvez vous la péter en disant regardez, moi je sais trop bien Exactement. lancer cette bille, etc. Non, en réalité, mais maintenant en fait quand la bille rentre au bon endroit, vous gagnez un bonus. Le bonus se manifeste avec une petite scénette animée de votre personnage préféré. Généralement, vous mettez Fantastique. sur un pachinko d'une série que vous aimez bien. Enfin, On customise, voilà, toujours pour faire un peu revenir. Hein. Toujours dans la maison du jeu vidéo. Hein. c'est génial, ils ont tout compris. Je fais le lien d'ailleurs par rapport là au Pulicula. Donc aussi il y a des personnes qui se déguisent en fait et après qui se prennent en photo avec leurs amis. J'ai vu que tu avais fait également du cosplay. Oui. Donc le cosplay, le costume player où on s'approprie le personnage de manière physique mais aussi de manière morale. Quel était ton premier cosplay? Quel était le premier personnage Alors, mon premier cosplay, c'était Melfis, qui est un des méchants, pas si méchant que ça, mais quand même, c'est un des bad guys, c'est un peu. un des bad guys du jeu Grandia 2. D'accord. Grandia 2, jeu de Game Arts, qui a notamment aussi fait Lunar, pour ceux qui connaissent la Saturne. Ouais. Bref, avec un groupe de potes qui s'était mis en tête de faire un groupe cosplay autour de Grandia à Japan Expo, ou non, Cartoonist Paris en 2002. D'accord. Ben, je les ai suivis, et puis du coup je me suis retrouvé avec une grosse armure, une immense corne sur la tête qui était quasi impossible à faire tenir, mais qui a réussi à tenir grâce à l'opération du Saint-Esprit. On n'a pas la photo mais peut-être qu'on pourra l'envoyer aux participants. Ça, il faudrait la retrouver. que je te l'envoie. Et je l'ai encore, Malheureusement. effectivement, oui. Non, au contraire, c'était très classe. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le refaire. Je ne le referai pas parce que c'est énormément de temps. Et puis à l'époque, on n'avait pas les mêmes moyens techniques. Aujourd'hui, le cosplay a énormément évolué. Il y a on peut tailler de la mousse aujourd'hui, chose qu'on pouvait pas forcément faire au même prix en tout cas. D'accord. En 2002. Il y a des moyens techniques qui sont un peu différents, des tutos aussi, une circulation de l'information, une circulation du savoir-faire qui circule beaucoup plus maintenant grâce justement aux réseaux sociaux. On avait les forums déjà à l'époque, mais c'était un seul endroit où on venait en quelque sorte, un ou deux endroits à peine où on venait se renseigner sur les bonnes choses à faire, les bonnes habitudes à prendre, etc. Aujourd'hui, vous ouvrez YouTube, vous ouvrez Facebook, vous posez une question, gentiment bien sûr, à une cosplayeuse un peu expérimentée, elle vous répondra gentiment également.
Donc on voit vraiment le monde du cosplay quoi, qui s'est bien développé. Au Japon, ça fait depuis 30 ans quand même que ça devient de plus en plus populaire, mais en France, tu vois une grande évolution. Il y a une grosse évolution, et puis surtout en fait une grosse évolution entre France et Japon. Au Japon, le cosplay acheté n'est pas du tout un tabou, parce que c'est la mise en scène qui prime. On peut faire des parties à d'autres, on peut même acheter dans le commerce, à Akihabara, tiens, par exemple, on en parlait, des quartiers de l'électronique ou de la pop culture aujourd'hui, des morceaux de cosplay ou des cosplays entiers, et la mise en scène primera sur le cosplay en lui-même. En France, on a plus une mentalité, et c'est normal, ça tient aussi à la manière dont cette culture est venue en France. Elle est venue en tant que sous-culture, par des gens qui discutent, par le bouche à oreille, par des musiques qu'on se passait sur des cassettes audio, par des forums, les premiers forums sur l'internet, pas trop cher à l'époque, enfin les premiers CD de connexion, et ça s'est fait vraiment de bouche à oreille, un petit peu aidé par l'internet de l'époque, mais vraiment en tant que sous-culture, et donc on fait le cosplay, on le construit le cosplay, il y a un côté artisanal qui va avec cet état d'esprit qui est resté un petit peu de mouvement qui est arrivé par une sous-culture. C'est fantastique. C'est un beau partage en tout cas, voilà, entre la communauté des cosplayers. En parlant de partage, je vois que tu as ramené quelques objets de chez toi, enfin du Japon même je crois. Oui. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces objets, puis après on passera tout de suite aux questions des participants. Alors, chacun des objets, une petite anecdote, alors forcément je suis désolé, je vais forcément encore beaucoup parler. Le premier, c'est un jeu de sumo. Alors, heureusement que ma douce et tendre, ma fiancée, m'a traduit le nom en français, et je lui fais des gros bisous bien entendu. Super Oro Sumo Nessen Daichiban. Oui. Donc alors tu me l'avais traduit hors antenne. Hein. Nessen Daichiban, donc Nessen le combat. Combat en surchauffe. Combat en surchauffe, combat en sueur, non peut-être pas, mais combat en surchauffe je pense. Quoi qu'ils sont, c'est des sumo, ceci étant. Donc forcément il y a un effort, il y a de la sueur, il y a il y a l'ardeur au combat aussi, etc. Mais ce jeu-là, en fait, je l'ai acheté à Akihabara, mais pas dans les boutiques consacrées. Lorsque vous avez, par exemple, des balades dans Akihabara, des gens qui se prennent en photo ou qui font des vidéos sur des balades à Akihabara, ça donne l'impression, en fait, qu'il s'agit simplement d'une grande avenue marchande, où, en fait, les magasins se pressent des deux côtés de cette avenue. C'est un quartier entier, d'ailleurs, le vrai quartier d'Akihabara. On avait eu d'ailleurs le plaisir d'apprendre ça à l'antenne par un Français qui habite à Tokyo. Le vrai quartier d'Akihabara se trouve de l'autre côté du petit canal qui donne sur la gare, donc c'est pas là où on croit. Mais bref, le quartier aujourd'hui, pour la culture populaire, c'est Akihabara, la grande avenue, etc., le grand boulevard, fermé le dimanche d'ailleurs, fermé la circulation le dimanche. Mais il faut sortir de ce boulevard-là, aller dans les petites rues perpendiculaires, parallèle. Vous allez avoir en fait beaucoup de boutiques. Vous allez peut-être même d'ailleurs aussi avoir l'ancienne Akihabara, qui à la base est un quartier d'électronique, un quartier de pièces détachées, un quartier de bidouilleurs, un quartier... J'ai trouvé des radios ondes courtes, j'y ai trouvé des jeux de NES françaises, parce que pour eux c'est exotique du coup. Bien sûr. C'est comme nous pour des cartouches de Famicom. Mais vous allez surtout trouver des boutiques en fait beaucoup moins chères que le Super Potato, l'Animate ou d'autres grosses enseignes de ce genre. Celui-ci, je l'ai eu à Bip, qui est une boutique / musée. D'accord. Vous pouvez voir chez les Hardlooters par exemple, c'est un de leurs premiers épisodes, qui est dans lequel on peut trouver aussi des cartouches de NEC PC 88, des trucs inconnus. J'ai vu un jeu par exemple de Dr Slump. Sur un vieux NEC PC 88 qui tournait. J'ai trouvé, enfin bref, il y a vraiment des bandes d'arcade aussi, des cartes d'arcade. Vraiment de beaux petits trésors, de belles trouvailles. Voilà, bref. Donc sortez des sentiers battus et ne vous contentez pas. J'ai même d'ailleurs acheté pour ma filleule un Doraemon en peluche dans une brocante un jour à Akiba justement. Donc sortez des sentiers battus. Voilà. Est-ce que tu pourrais nous présenter un de tes CD Oui, on va revenir à la musique. Celui-ci, c'est une compile du Tower Records de Shibuya. Pareil, vous ne savez pas trop quoi choisir, vous aimez un peu vous perdre dans des artistes émergents, savoir aussi un petit peu quelles sont les dernières tendances, mais pas forcément engloutir tout votre argent dans des albums que vous n'êtes pas sûr de pas aimer aussi. Je veux dire, voilà. Bien sûr. Pas non plus se voiler la face. Le Tower Records de Shibuya, mais je crois que d'autres magasins le font, propose des compiles en fait d'artistes émergents. Nous, ça nous sert pour l'émission. Hein. Je l'ai ramené pour ça. Celui-ci, c'est une compile
pour le hip-hop. D'accord. Et donc ce sont des artistes en fait qui sont pas encore assez célèbres, en tout cas à ce moment-là qui n'étaient pas assez célèbres pour bénéficier d'une promo pour eux seuls. Oui. Et du coup c'est un mode Shibuya, Tower Records Shibuya présente très deux bien. points. Voilà. C'est très bien, ça leur permet de se faire connaître et puis après à nous aussi acheteurs donc Voilà. de découvrir plusieurs artistes indépendants. Il y avait hip-hop, il y avait funk, il y avait rock, enfin voilà, cherchez voilà, pour les nouvelles tendances, si vous voulez acheter un petit peu à l'aveugle mais pas non plus vous ruiner, c'est la meilleure, c'est le meilleur compromis. Autre compile, alors ça c'est The Best 10 78-79. À l'émission, alors moi j'ai tout numérisé, donc maintenant je passe tout sur mon ordi directement, ce qui ne veut pas dire qu'à la base il n'y a pas des CD dans l'émission, et des fois il y a des vieilles trouvailles justement qu'on passe à l'antenne, mais parce qu'on les a aussi, tout simplement. Du coup on se retrouve avec des fois des... Alors le bon réflexe aussi, si vous voulez par exemple faire une chronique sur YouTube par exemple sur l'histoire de la musique japonaise, que vous voulez commencer quelque part, prenez des compiles. Celle-ci, on l'a eu dans un book-off à 280 yens, donc c'est... À peine 2 euros. C'est rien, franchement, c'est rien. Et c'est une émission qui s'appelait The Best 10 sur TBS. Oui. Non, TBS, c'est pas Télé-Tokyo, c'est bref, Tokyo Broadcasting Service, je crois. Oui. Et qui était une émission, en fait, un peu à la manière des Dimanches Martin, où on proposait des artistes à l'antenne, sauf qu'au lieu de faire un jeu, on les faisait passer les uns après les autres. Ils faisaient des micro-shows, en quelque sorte, avec des animateurs qui leur proposaient, c'était les artistes qui vendaient le plus au top 50 à l'époque. Et donc on se retrouve avec tous les ans avec un résumé de l'année. Voilà. Un best-of. Donc il y a Pink Lady, il y a Momo Yamaguchi, il y a la reprise en japonais de YMCA par Hideki Saijo aussi. Voilà. Donc on se retrouve avec des choses improbables et qui sont des morceaux d'histoire du Japon en réalité. C'est The Best 10, donc les 10 meilleurs. Ouais. Donc c'est sur ça que se ruaient les gens, en fait, à l'époque, en 45 tours. Enfin, c'est assez amusant, c'est des morceaux d'histoire du Japon. Fantastique. Et en fait, le troisième... Une belle histoire aussi. C'est aussi une belle histoire. On parlait d'artistes japonais rencontrés à droite à gauche. Ça, c'est un groupe, Church of Misery, et je salue Quentin au passage, je lui fais des gros bisous également, qu'on a rencontré justement à plusieurs, mais complètement en dehors des sentiers battus. C'est pas dans un Japan Expo, c'est dans une tournée qu'ils avaient fait. D'accord. Donc un concert de rock de base à l'Empérage à Grenoble. Ce groupe-là, alors c'est un concept album House is on the Unholy, donc pour reprendre aussi un titre de Led Zepp, House is on the Holy. Mais c'est un concept album dans lequel en fait chaque chanson est liée, en fait raconte l'histoire d'un tueur en série. Donc c'est un univers très stoner, très grosse guitare avec ambiance de film noir. Et le Japon a beaucoup à offrir au niveau musical, peut-être même plus que dans n'importe quel autre médium. La musique, c'est véritablement un terrain qu'on ne cessera jamais de déchiffrer, même plus que les jeux vidéo, peut-être même plus que les animés. Que les animés aussi. Ouais. Ce sont des personnes que tu as eu l'occasion de rencontrer d'ailleurs. Et d'interviewer, exactement. Voilà, tout à fait. Quelle chance. Écoutez, merci en tout cas d'avoir ramené tous ces petits objets qui te tiennent à cœur un petit peu d'une certaine façon. Je pense qu'on pourra lister des musiques pour partager un peu plus avec nos participants. Et on va passer d'ailleurs à leurs questions. Alors on a 2 petites questions. La première question, donc c'est une question de Guy qui nous demande donc, quel message ou valeur originale de la pop japonaise transmet-elle aux jeunes ? Alors la pop en tant que phénomène musical, c'est ça ? Alors là, la pop culture, ce n'est pas précisé, mais je pense, désolé Guy si on se trompe, mais je pense que c'est plus la culture pop japonaise. Qu'est-ce que la culture pop japonaise comme message transmet aux jeunes ? Beaucoup de choses. Oui, on peut se concentrer sur la musique si tu préfères. Alors beaucoup de choses, et en plus de ça, on peut y interpréter aussi des choses indépendamment de ça. D'accord. Par exemple, si je prends les animés, il y a certains animés qui vont vous paraître peut-être décérébrés ou simplement des shonen, les mangas pour jeunes garçons avec abnégation, amitié, pouvoir de l'amitié qui transmet, qui déplace des montagnes, etc. et qui arrive à... Bref, le cliché habituel du jeune garçon va jusqu'au bout, soutient tes rêves, etc., etc. Derrière ça, on peut trouver des fois aussi des petites histoires géopolitiques, des petits débats de société qui vont avec. Alors pas forcément pour les shonen, quoique. Par exemple, j'ai en tête en fait un truc, alors c'est vraiment un exemple
un exemple parmi d'autres. Ça peut parler d'histoire, par exemple. J'ai un animé en tête dont je me souviens plus du nom, il était passé sur J1 à l'époque, qui met en scène des grands chefs de guerre de l'époque Sengoku. Donc on a Takeda, on a Kenshin Uesugi, on a Oda, enfin bref, on a tout le panthéon y est représenté d'une certaine façon. Simplement, ils sont lycéens, dans un lycée de maintenant. Par contre, le traitement des personnages est en rapport avec ce que les chroniques des historiens disent quant au caractère des personnages. Alors, pour pas tout dire, notamment le fait que Kenshin Uesugi était visiblement, à ce qu'en disent les chroniqueurs, un peu porté sur la bouteille, ça ne transparaît pas sur l'animé. Par contre, les rapports entre les uns et les autres, savoir quel chef de guerre préférait un autre, préférait s'allier avec l'un, parce que vraiment il le détestait l'autre, ils arrivent à le faire transparaître finalement dans la narration. Alors ça reste un divertissement finalement où on réfléchit pas simplement en réalité. Derrière ça, quand on gratte un petit peu le vernis, on se dit ah oui, c'est vrai que les deux gars se détestaient et ils étaient prêts à vendre père et mère pour véritablement avoir la mort de l'autre, et ça transparaît dans la manière, dans le rapport de force qu'on peut avoir entre tel ou tel personnage. Bon, ça c'est un exemple parmi d'autres parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Mais c'est plus accessible aux jeunes en fait, voilà, quand on essaie de transmettre un message, le fait d'être dans ce monde de lycéens par exemple. Mais il y a aussi, je te donne l'exemple par exemple aussi des mangas de robots. Des films de pop culture comme Godzilla, des films d'exploitation avec des gros animatroniques. Il y a des questionnements en fait en réalité sur la société. Sur le nucléaire par exemple. Sur le nucléaire, sur les conséquences aussi environnementales. Tout à fait. Nausicaa par exemple est né des différents scandales environnementaux qu'a connu le Japon depuis les années 50, notamment la maladie Minamata, qui a mis 20 ans. Le procès de l'empoisonnement au mercure à côté de Kumamoto, ça a pris 20 ans. D'accord. Et ça a secoué un peu l'opinion publique japonaise. Mais on va pas forcément faire le débat via un dessin animé. On n'est pas comme en France avec des œuvres coup de poing. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu quelques œuvres comme ça qui arrivent à se frayer un chemin en étant des œuvres coup de poing qui questionnent de manière frontale, de manière directe. Mais la plupart du temps, le débat au Japon, et je pense que Laurent serait d'accord avec moi, le débat au Japon, il se fait dans le consensus. On est d'abord d'accord avec son vis-à-vis, et ensuite on émet une nuance. Et justement, les dessins animés permettent de questionner la société à diverses époques. Regardez des vieux animés, regardez des œuvres de plusieurs époques, et vous verrez les questionnements qui transparaissaient à l'époque, qui étaient en filigrane à l'époque. Mais ils seront exprimés de manière subtile. Exactement. Ils seront exprimés derrière. Ils seront, on pourra faire le débat, mais grâce à une œuvre qui d'abord divertira, mais ensuite, en deuxième visionnage, questionnera sur l'état de la société à un instant T. Tout à fait. Non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Après, qu'est-ce que la musique peut transmettre aux jeunes? Qu'est-ce que les valeurs aussi, par exemple, de la pop culture peuvent transmettre aux jeunes? Ou même des animés d'ailleurs, c'est que, du coup, moi, ce qui m'a marqué aussi, on en a parlé durant le débat, c'est qu'il y a moins de rapports entre gentils et méchants. Oui. Ou en tout cas, les méchants sont méchants parce qu'il y a une raison. Ou alors parce que, justement, ils sont la conséquence de quelque chose. Donc, les Américains commencent à avoir ce genre de réflexe aussi dans certains films de super-héros, mais ça reste quand même des gentils contre des méchants in fine. Mais au Japon, on a des fois des méchants qui sont méchants, qui font le mal, qui assument faire le mal et s'être vendus aux forces du mal, mais des fois simplement pour sauver leur peau, ou sauver des pays qui n'existent plus, ou qui ont explosé, ou des planètes qui ont explosé. Et de guerre là, ils se sont ralliés au mauvais camp, quoi, d'une certaine façon. Pour sauver leur peau, comme tu dis. Donc finalement, ce qu'on peut transmettre aux jeunes, c'est que gentil et méchant ne sont pas des notions absolues et binaires. Voilà. Tout à l'heure, tu parlais aussi de ce consensus, le fait par exemple de toujours rejoindre la vie du groupe.
et comment dire, pour respecter un petit peu l'harmonie. Ce sont des sujets qu'on a abordés, par exemple, sur la manière de travailler avec nos amis japonais. Toujours essayer de trouver le consensus et puis de préserver cette harmonie, de préserver le groupe. Et comme tu dis, là, ce sont aussi des messages en fait qui sont transmis à travers les animés, à travers la musique ou à travers la culture pop japonaise. Il y a un peu de ça aussi, effectivement. Il y a quand même un consensus, mais là où je suis moins d'accord, c'est que dans les animés, juste les animés permettent de s'affranchir de ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on a justement, je prends l'exemple le plus frappant, c'est les shonen. Frappant pour le coup, puisque c'est souvent des gamins qui arrivent à trouver leur place dans la société à force de leur point en réalité. Ouais. Chose qui n'existe pas dans la société réelle japonaise. Des gamins qui vont se défoncer, crier, courir, etc. Des Naruto ou des rois des pirates qui... Je pense à One Piece, où ce sera moi le roi des pirates. Au Japon, un type qui balance, ce sera moi le meilleur, ce sera moi le prochain, ce sera moi la prochaine star du rock, tiens par exemple. Mettons, on va rester dans la pop culture, ce sera moi la prochaine star du rock. Le mec au Japon, ils vont dire non. Non. Là, il va se faire frapper le clou qui dépasse. Même avec un large sourire, avec une capacité à se faire des amis, parce que c'est aussi ça les shonen, et ben malgré le capital sympathie qu'il va avoir au fil des épisodes, dans la vie réelle, ça n'existe pas. Ça permet de sortir du quotidien, je pense. Mais ça, ce sont des valeurs plutôt qu'on retrouvait dans les shoujo. Aussi, plutôt plutôt dans les animes pour filles un petit peu. Voilà. Les shoujo permettent aussi de sortir du carcan de la société. Pour d'autres raisons aussi. Il y a d'ailleurs les shoujo... Magical Girls Oui, mais les Magical Girls sont des femmes fortes. Exactement, oui. Il y a l'aventure leur arrive sur le coin de la figure. Les filles qui ont des pouvoirs, voilà. Sailor Moon, etc. Il y a une convention qui fait que généralement, c'est pas elles qui prennent leur destin, c'est le destin qui vient à elles. Par contre, une fois que leur destin est là, justement, elles y vont. Et elles se prennent en main d'une certaine façon. Elles doivent s'accomplir. Elles doivent s'accomplir. Là, on parle de confiance en soi. Beaucoup de valeurs quand même qui sont transmises à travers l'animation. On va passer à la deuxième question. Prie, vas-y. Donc, merci Guy en tout cas pour cette question. Une question de Florian, donc qui dit j'écoute tout le temps la même chose. Donc là, quand on parle de musique, est-ce que tu aurais des musiques japonaises récentes à me conseiller? Est-ce que tu aurais des groupes ou des artistes en particulier donc à conseiller à Florian? Ça dépend ce que Florian. Ouais, ça dépend ce que Florian aime aussi. Si Florian aime beaucoup le rock, j'imagine qu'il doit écouter pas mal de groupes, peut-être de Visual Kei comme Ex Japan ou des choses comme ça. S'il aime bien les bidouilleurs, il y a un artiste qui bidouille justement depuis 25 ans, c'est Cornelius. À découvrir un petit peu comme Beck finalement on a eu nous justement il y a 25 ans avec un type qui s'affranchit complètement des barrières, qui reste dans un univers un petit peu rock mais qui louvoie avec l'électro, avec d'autres trucs, etc. Cornelius à découvrir. S'il aime bien plutôt l'électro, faut qu'il arrive à gratter un petit peu le vernis et de se plonger dans la carrière, dans les carrières justement, notamment des différents groupes de Yasutaka Nakata, qui est donc le leader pour beaucoup de monde de la capsule, le producteur aussi de Kiari Pamyu Pamyu. C'est pour ça que je parle de gratter le vernis, puisque d'habitude nous on connaît que Pom Pom Pom, parce que c'était un phénomène visuel, enfin une expérience visuelle même plus qu'autre chose, que c'est une explosion de couleurs qui t'arrive à la figure. Mais Kiari Pamyu Pamyu ne se limite pas, heureusement d'ailleurs pour elle, à ça, et à une carrière aussi qui va de pop à électro et qui est aussi assez intéressant. Et puis il y a un phénomène, les deux phénomènes du Japon en ce moment, à découvrir, Kenshi Yonezu et Daoko. Daoko, on en a passé la semaine, justement samedi dernier à Muteki. C'est une petite miss qui vient du monde un peu de Nico Nico Doga, des reprises d'animés dans sa chambre sur le YouTube japonais. Nico Nico Doga, si vous pouvez vous y connecter, d'ailleurs il suffit simplement de s'inscrire et on n'est pas obligé d'être japonais pour ça. Elle arrive un peu de ce monde un peu indie, fangirl, etc. Un peu hip-hop aussi dans son univers sonore. Elle s'est mise à la pop, elle s'est mise aussi avec d'autres producteurs, eux aussi un peu underground. Ils sont un peu montés tous ensemble. D'accord. Toute une génération qui a débarqué il y a 2-3 ans. Et Daoko, là, dernièrement, vient de sortir un album puisqu'elle est revenue à ses premières amours au hip-hop. Elle s'est pris Shadar qui est un des trios, les plus vieux trios qui existent dans le monde du hip-hop au Japon. Elle s'est dit, je les veux. Elle les a eus et ça donne un single. Elle a réussi à financer ce single en étant une pub aussi pour... Enfin, ce
single sert de générique à Générique Fire pour une Emblem sur publicité. Android, la version D'accord. sur mobile. Et puis qu'est-ce que Kenshi Yonezu, en fait, c'est le phénomène de ces dernières années véritablement. Mhm. C'est comme Daoko, on peut en fait écouter ses derniers tubes. D'accord. Voilà, il a un univers, chaque chanson est différente. En plus de ça, c'est ça qui est intéressant. Le type, il a une imagination de fou furieux. On peut même écouter, et c'est ce que je conseille également, une fois qu'on en a fini avec ces 2 albums, on peut écouter ce qu'il faisait avant. Lui aussi, il vient de Nico Nico de Oga, des D'accord. reprises de chansons, mais aussi, il a composé il a composé avec le logiciel Vocaloid. Donc il a fait chanter Miku Hatsune Oh. dans son coin. Il a proposé ses clips sur Nico D'accord. Nico de Oga. Il y a une communauté qui s'est faite autour de lui. Il n'avait pas le même nom, il avait un surnom à ce moment-là. Et en fait, il a été à l'origine de quelques singles qui sont D'accord. connus au sein de la communauté, Fantastique. Fantastique. notamment Matryoshka. D'accord. Voilà. Fantastique. Bon, bah, merci en tout cas pour tous ces bons conseils de groupes d'artistes qu'on remettra après, qu'on enverra à Florian. Et je crois qu'on a une dernière question donc d'une personne, je me rapproche juste de l'écran. Donc c'est pour toi Damien la question. Toi qui es un grand joueur de JV, de jeux vidéo, as-tu l'occasion de jouer ou t'intéresser à certains mobages? Si oui, lesquels? Et où situerais-tu la place des mobages dans le milieu de la japanime et des GV? Mobage. Mobage, qu'est-ce que c'est? Mobagé, c'est quoi? Mobagé, C'est peut-être. le jeu mobile, Mobage. c'est quoi? John, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la nous situation de expliquer- Mobagé ou Mobage? Je suppose que c'est ou les Mobagé. jeux mobiles où, Ouais. où on joue en fait une. On apprendra un mot aujourd'hui. Non mais On peut pas tout je connaître. pense savoir de quoi il Ouais, mais s'agit. pour bien répondre à la Je question. crois que ce sont les jeux. Bah justement, on parlait de Fire Emblem Ouais. version mobile. John, Il y a- est-ce que tu es toujours avec nous? Voilà, non mais il y a aussi, il y avait Senseiya. Enfin, On peut peut-être répondre en fonction beaucoup de... de jeux mobile game. Bah oui, c'est Mobile bien ce que game, je pensais. merci. Voilà. Ouais. Alors il y a plusieurs genres de mobile games. Je pense que John il connaît beaucoup plus de choses que moi sur les mobile games. Alors pour moi c'est des jeux où j'y ai mis un tout petit orteil, mais vraiment de très loin, et je me suis pas vraiment mis dedans parce qu'on est un peu à la limite entre jeux actifs et jeux passifs. Il y en a certains où il faut simplement appuyer sur un bouton une fois toutes les 10 minutes et, Ouais. une nouvelle attaque se lance. Il y a des fois au contraire, c'est très 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 social, où en fait on est plusieurs personnes, et là je salue justement une de mes consultantes, Lex, qui m'a montré comment fonctionnait le jeu qu'elle a en ce moment. Elle, effectivement, il y a beaucoup de monde qui se retrouve pour un raid, comme on aurait un raid sur n'importe quel MMORPG, D'accord. au même endroit, à la même heure, pour combattre un gros boss qui est 8 fois plus gros que la moyenne. Et effectivement, ça donne une expérience mobile, ça donne une expérience de combat à plusieurs, sans avoir à être vissé devant son ordinateur. C'est intéressant. Il y en a certains qui sont justement bien faits pour ça, qui donnent vraiment de vraies expériences sociales. D'autres qui sont au contraire des attrapes, des attrapes fanservice où on appuie une fois toutes les 10 minutes et on doit collecter. C'est vraiment de la collection. Il y a vraiment tout à boire et à manger en fait en réalité dans ces jeux-là. Ça a l'air absolument fascinant pour le coup, et je le dis de manière vraiment positive. Où vraiment, à mon avis, il doit y avoir quelques pépites à l'intérieur qui doivent qui méritent à mon avis d'être connus effectivement, et qui justement ne doivent pas être éclipsés peut-être par les jeux par les jeux vraiment collectionnistes. À part si vous êtes vraiment fan. J'avais interviewé par exemple le créateur du jeu, justement c'est le fameux petit orteil que j'ai mis, c'est par rapport au jeu Captain Tsubasa Tatakae World Team. Faut se battre. Non, alors Tatakae, oui, mais bon, c'est Captain Tsubasa, donc c'est un shonen. Donc faut marquer un plus que l'équipe adverse et se sacrifier pour l'équipe. Mais il y a aussi, du coup, c'est fait à partir de cartes à collectionner, etc., etc. Donc c'est vrai que si on est fan, on peut faire, c'est amusant, s'affronter un Tsubasa adulte contre un Tsubasa jeune. Ça peut être très intéressant. Justement, ça peut être une expérience assez sympa. Il est disponible ce jeu? Oui, il est toujours disponible là. Il est sorti l'année dernière, et je crois qu'il y a déjà un nouveau jeu qui se prépare, ou qui est même déjà peut-être sorti. Si ça se trouve. Il va forcément sortir la page tout de suite. Ouais. Voilà.
En tout cas, voilà, on aura appris un mot, en tout cas Mobaga, donc mobile game plutôt. Hein. Ouais, Mobaga, effectivement. Ça me... Merci John, en tout cas. Ouais. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Donc, je vais remercier les participants, en tout cas pour toutes leurs questions et puis pour nous avoir suivis donc, tout au long de l'émission. On a abordé beaucoup de sujets grâce à toi et c'était vraiment très, très riche en contenu, que ce soit dans le jeu vidéo, l'anime, la musique. Et on retiendra vraiment toutes ces anecdotes et puis on partagera un petit peu tous les artistes, toutes les musiques, notamment l'arc-en-ciel dont tu nous as parlé tout à l'heure. Et puis, rendez-vous samedi matin. Parce que vous ne prenez pas de vacances. Eh ben, tous les samedis de 9h à 10h en direct sur Radio Canu, sur le streaming de Radio Canu forcément aussi, puisque la radio FM a son propre streaming. Et bien sûr, ensuite en replay sur mouteki-radio.fr. D'accord. Eh bien, écoutez, merci à tous en tout cas. On vous souhaite une très bonne fin de journée, une très bonne soirée. Et puis merci à toi Damien en tout cas pour ce partage, pour la visioconférence de partage au soleil levant. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Janet. Janet.